qu'en Europe et dans les pays développés, on n'a pas besoin de Bitcoin. La réelle plus-value de Bitcoin, elle est beaucoup moins pour nous que pour, par contre, un Salvadorien qui est au fin fond de sa campagne, où il n'y a pas de banque à côté, où il garde l'argent, le peu d'argent qu'il a, il le garde sous son matelas. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrive pour gagner de l'argent. Moi, le premier. Et là, tu dis, ok, les gars, pas de trading. Pas de trading. Tu fais DCA, tu regardes tes coins. Alors, DCA, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais peut-être... DCA, c'est si vous commencez, vous restez sur... Je suis Jérémy Wauquiez, le président et le fondateur d'Alira, l'école qui vous forme au métier d'innovation, la blockchain et l'IA. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts d'Alira où nous recevons chaque semaine un nouvel expert de l'écosystème blockchain. Je suis Jérémy Wauquiez et cette semaine, mon invité est Benjamin Cohen. Salut Benjamin. Salut Jérémy, comment tu vas? Bah super, et toi? Ça va, ça fait plaisir de changer les rôles un petit peu. Ouais, carrément, d'habitude t'es plutôt dans le rôle de l'intervieweur. Je suis plutôt assis à ta place là, en train de préparer les questions, les trucs. Là, je suis posé, je suis arrivé, je me suis posé et j'attends les relax, questions. On t'a mis le petit micro, tout bien. Parfait. Justement, donc, tu viens de le dire, tu diriges le Crypto Daily que tu as fondé, c'était quand? C'était il y a ça va faire quelques années, 2 ans. Ouais, ça va faire 2 ans en septembre. Comment est-ce qu'on arrive à créer un média et qu'est-ce que c'est le rôle d'un média crypto aujourd'hui, en 2024? Alors comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive, moi j'y suis arrivé parce qu'il y avait un manque. Ouais. J'écoutais énormément Hugo Décrypte en français tous les jours, donc c'est toute l'actualité. Okay. Et j'écoutais à côté de ça Décrypte, le média Décrypte américain, qui faisait tous les jours une petite revue de presse de l'actualité nord-américaine. Et c'était qu'en anglais, et ça parlait quasiment que de news nord-américaines. Et j'étais là en train de me dire, ah, ce serait cool d'avoir ça en français. Et donc, j'en commence à envoyer 2-3 messages. Moi, j'avais déjà fait un podcast avant en crypto, mais un truc très rapide. Tu avais fait des médias avant ou c'était... Non, pas du tout. Non, okay, pas du tout. Ton arrivée dans le monde des médias, c'est vraiment fait comme ça. Avant, j'étais déjà en crypto, mais pas du tout là-dessus. Et je me retrouve dans une situation où je connais un peu crypto, je connais des mecs au JDC, The Big Whale qui commençait qui venait de se former à l'époque. Ouais. J'envoie des messages. Est-ce que vous seriez chaud? Moi, je suis chaud de le faire, le podcast. Tous les jours, on fait un truc rapide, 10 minutes, l'actualité et tout. Non, pas trop chaud. Ah, on pense déjà à le faire, etc. Bon, bah, j'ai dit, ok, bah, vous savez quoi, je vais le faire tout seul. Allez hop, je me débrouille. Et c'est comme ça qu'a commencé donc, le Crypto Daily en septembre 2022. Au début, c'était juste podcast. Okay. Donc, toute l'actualité en 10 minutes tous les jours, gratuitement. Trop bien. Ça tient encore depuis d'ailleurs, on est à plus de 400 ou 450 épisodes là. Génial. Vous avez quoi comme audience sur le podcast? On est sur du entre 20 et 30 000 écoutes les bons mois. Ok, super, hyper solide. Donc c'est assez solide, régularité à fond. Trop Tous bien. les jours on l'a fait. On lance début septembre, le 5 septembre si je dis pas de bêtises, jusqu'au 30 décembre, je l'ai fait tous les jours, malade, fatigué. pas le week-end, on faisait du lundi au vendredi, mais moi je l'ai fait tous les jours. C'était sport, après on a relâché un petit peu, mais là c'est toujours tous les jours, et pendant l'été on passe un peu moins. Donc on lance comme ça, et après typiquement de fil en aiguille, podcast grossit, et j'ai beaucoup de gens qui me disent « Coucou, mais moi ça m'intéresse pas, j'aime pas trop écouter, 10 minutes c'est un peu long, etc. » Je me dis bon, je commence à réfléchir à une newsletter, et je me dis bah en fait j'ai mon script, tous les jours j'avais le script que j'avais fait, je commence à l'envoyer un newsletter, et je me dis bon il faut vraiment trouver un moyen que les gens vraiment... Aujourd'hui, les gens ne veulent plus réfléchir. Ils veulent un truc rapide, gratuit, qui tombe directement. Donc, on fait une newsletter en 2 minutes où tu as toute l'actualité. Okay, c'est vraiment genre, c'est l'idée du digest, quoi. Ah, c'est un ultra digest où tu as une dizaine ou une douzaine de news chaque jour. Ouais. Les news, elles font 3 lignes. Tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien, tu arrives dessus. Et de fil en aiguille, après la vidéo, on rachète des médias. Tu rachètes des médias? Ouais. On a racheté 3 médias là déjà. Okay. On a une stratégie assez agressive. Okay. On a racheté encore un média là très récemment qu'on va annoncer à la rentrée. Et pareil, donc en grossier, en fait maintenant il y a le Crypto Daily, mais on est surtout un groupe de médias avec du français, de l'espagnol, de l'anglais. C'est quoi le but donc tu es sur une stratégie qui est en fait hyper entrepreneuriale, avec une vision de racheter différents médias pour en faire un groupe. C'est quoi le business model d'un média? Alors nous aujourd'hui, le business model, on va se tourner énormément vers les annonceurs, typiquement sur tous les formats qu'on fait, donc des podcasts, des newsletters, des vidéos YouTube, des vidéos divertissement, des newsletters payantes, des réseaux sociaux. On va proposer de la vente.
Ouais. De l'annonce, typiquement, on va aller voir des projets type Alira, par exemple. Ouais. Ça nous est déjà arrivé de bosser ensemble en disant coucou, voilà, on veut faire tel format, est-ce que ça vous intéresserait d'être un sponsor? Oui, non. À côté de ça, on va aussi développer des abonnements payants. Typiquement, on a une newsletter NFT à 5 € par mois, où une fois par semaine, tu as toute l'actu en moins digeste, quand même. Sur tout ce qui se passe sur le marché des NFT, les mines qui sont venues, etc. Ok, trop bien, hyper intéressant. Et c'est quoi la vision que tu as pour ton groupe de médias Horizon 3-4 ans? Alors, nous, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on est sur une stratégie assez agressive de développement en Europe. Ouais. C'est là-dessus qu'on mise énormément. On essaye de se poser comme un bankless. Tu vois, c'est quoi bankless? Voilà, top. Bah, peut-être explique pour les auditeurs, par contre. Alors, déjà, c'est un super média, vraiment, c'est ouf, j'adore ce qu'ils font, mais c'est un espèce de méga média Web3 qui vont couvrir toutes les niches Web3 et qui vont proposer des abonnements payants. Ouais. On est sur 22 $ par mois, et je crois qu'il y a plus de 20 000 abonnés payants chez Bankless. Si on fait les maths... c'est ça. Et en plus de ça, ils vendent des espaces pubs aussi dedans, donc c'est banger, mais outre ça, c'est vraiment pouvoir aller essayer de toucher n'importe qui en Europe. Je pars du principe simple en fait que la crypto, le Web3, tout ce que ça englobe dedans, un peu moins l'IA, ça c'est vraiment autre chose pour moi. C'est quelque chose qui a vocation à devenir mainstream, à ce que n'importe qui puisse au moins, je dis pas jusqu'à aller faire des swaps, utiliser des assurances sur la DeFi, pas du tout, mais l'utiliser un peu ou pas trop, mais au moins être au courant. Donc je veux pouvoir couvrir en fait pour être sûr de manière à ce que voilà, le petit mec qui est en Espagne, qui ne parle pas un mot d'anglais, puisse quand même avoir ses news et pas des news juste traduites de ce qui se passe en Angleterre ou en France. On a des news en français, en France je dirais franco-française, mais là hispano-espagnol. Voilà, et pareil donc dans toute l'Europe. Ok, génial, trop bien. Hyper cool. Alors je suis désolé, si ma question dépasse ce que tu es capable de nous révéler, dis-le moi simplement, tu vois. Comment tu fais pour financer l'acquisition de médias de manière... C'est une très bonne question. Déjà, on a levé des fonds. On a levé des fonds depuis un peu moins de novembre, maintenant, du mois de novembre. Vous avez levé combien? On est en levée de fonds. Ça, je peux pas le disclose. C'est pas encore fini d'ailleurs, mais ce sera probablement fini là d'ici 2025. Ouais, on n'appelle pas. Tu veux que des gens te contactent s'ils sont intéressés ou... Alors, en vrai, pour la petite histoire, tu sais quoi, il y a quelques mois, je t'aurais dit envoyez-moi un message, mais depuis le mois d'octobre et qu'on ne contactez pas, il a trop d'offres. Non, c'est même plus ça. C'est qu'en fait, maintenant, on se permet de dire non à des potentiels BA parce qu'on fait de l'argent. On est rentable maintenant, on gagne de l'argent tous les mois. Donc j'ai cette levée qui devait m'aider à développer, etc., j'en ai plus trop besoin. Ouais, en fait, t'es pas sur un problème de il faut que je couvre le fameux burn rate là, des startups. Non, en fait, elles crament plus de cash parce qu'elles ne rentrent. C'est ça. T'es sur un problème de en fait, je veux grossir, j'ai une croissance et donc il faut que je finance cette croissance. C'est ça. Et là, maintenant, typiquement, les rachats qu'on a fait, il y a eu moins de 20% de la totalité des rachats qui ont été faits avec l'argent de la levée. C'est soit en fonds propres, soit en parts. Typiquement le média français qu'on a racheté. Ce qu'on appelle des share swaps, c'est-à-dire que tu leur donnes des parts que toi tu as. Et eux, ils me donnent leur part de leur truc. Et donc on a beaucoup fait comme ça. Et sinon, après, c'est quoi la question? Parce que moi, je me suis perdu. C'est comment tu finances les rachats. Voilà. J'imagine un peu de dette bancaire peut-être? Non, on n'a pas fait de dette bancaire pour l'instant. Il faudrait qu'on en parle. C'est toujours mieux d'utiliser l'argent de la banque plutôt que le nôtre. Je sais bien. Yvan, si t'écoutes ça, c'est pas grave. Mais non, on n'y est pas encore allé, mais là, on va y aller quand il faut. Là, pour l'instant, on est 12 dans la boîte. Ouais, super. Donc, c'est plutôt ça commence à être un gros bateau quand même, mais on s'en sort bien. Ok. C'est quoi ta vision plus globalement de l'écosystème média crypto en France et du secteur en général? Alors, les médias dans l'écosystème crypto, je les trouve très importants. On prend beaucoup de place. On va avoir des mastodontes, comme par exemple un journal du coin, un Cryptos, qui sont là depuis une éternité, donc 6 ans ou 7 ans, c'est une éternité en crypto. On a besoin d'acteurs comme ça. On a aussi d'autres acteurs, Hawk par exemple, à qui je vais penser, Hawk Invest, Artem et toute cette team, qui eux vont aller un peu plus dans la
profondeur, ils vont vraiment les gratter. C'est peut-être même ils ciblent même peut-être un public un peu plus pro, ou du moins un peu plus avancé qu'un Cryptos qui va aller vraiment vulgariser les news, faire du contenu autour, et un JDC pareil. Moi j'aime beaucoup aussi, malgré ce qui peut se penser, et peut-être aussi l'antécédent qu'on a pu avoir, les gars de chez The Big Whale, que je trouve qu'ils font un très bon boulot. On salue et qu'on a reçu d'ailleurs dans un des épisodes de cette série. Voilà, salut les gars. Et eux, ils vont vraiment chercher de l'investigation, c'est-à-dire ils vont aller appeler partout, faire un vrai travail de journaliste. Et en France, tu vois, on n'a pas ou peu ça. Vraiment, ils sont en train de devenir, à mon avis, un peu un Coindesk. Okay. Et nous, avec le Crypto Daily, on va se positionner vraiment sur un multi-format, multi-dossier, où on va faire vraiment plein de choses dedans et avancer, tout en utilisant tout ce contenu qui est créé par un peu tout le monde. Ok, hyper cool. Avec ton travail sur les médias, du coup, tu as une vision aussi sur la communication que peuvent avoir les projets crypto. Bien sûr. Tu l'as tellement que tu as développé une boîte autour qui s'appelle Opium Conseil, je ne sais plus le nom. Alors, Opium Agency. Agency, pardon. Attention avec les Opium, tu vas te perdre chez nous parce que moi, toute la boîte s'appelle Opium. Donc il y a Opium Group, Opium Agency dans laquelle je suis investisseur. Il y a qui s'appelle Opium et tout s'appelle Opium. Opium Media, c'est la boîte qui gère tous les médias. Okay. Et il y a Opium Labs qui devrait sortir prochainement. Vous pouvez aller chercher Benjamin Cohen sur Papers si vous voulez. Bonne chance, vous allez voir. Cette petite galaxie. Donc Opium Agency, alors moi je suis associé dans cette boîte. C'est une agence marketing typiquement qui va aider les projets à se développer. Et vraiment les points importants que je pourrais avoir, les petits conseils à donner là-dessus, c'est de faire le pas quand on a un projet, d'aller au moins voir une agence marketing avant de dépenser de l'argent, tout ça, parce que dans tous les cas, tu vas avoir un retour sur ton projet en mode non mais il devrait pas le faire comme ça, etc. Avant même que tu aies sorti 1 euro, tu vois, ça c'est un truc qui se fait tout le temps. C'est un peu à contresens de la boîte, donc mes associés me tueraient, mais peut-être de ne pas penser que c'est juste des activations influenceurs qui vont faire cartonner ton projet. Ah ouais, tu penses que les activations influenceurs sont surcotées ? Ouh, c'est pas ce que j'ai dit. Ok. Tu vois, je vais chercher le truc. Non, pas du tout. Je suis pas du tout opérationnel moi sur Opium Agency, mais de ce que je vois, comment bossent mes collègues, je sais que c'est beaucoup de projets qui disent on veut que du call. Donc call qui opinion leader, quoi, on dirait de l'influenceur, exactement. Mais derrière, ils vont oublier plein de formats qui peuvent en s'associant avec l'école, peuvent aussi produire des résultats ultra intéressants. Et typiquement, je pense aux médias. Ouais. Parce que médias, on n'est pas considéré comme call, ou parfois oui, mais en vrai, on ne l'est pas. Et il y a des oublis comme ça. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme petit conseil sympa ? Il faut qu'on arrête d'avoir des projets qui balancent des bots. C'est une horreur. Ok, ça on arrête. Il faut arrêter. Ça se fait tant que ça ? Ça se voit, c'est une horreur. Ça se fait partout. C'est ça partout. Okay. Partout. Donc c'est-à-dire c'est genre des armées de bots sur armées de bots. Sur Twitter et le projet vient de se lancer, il a 15 000 abonnés. Frérot, c'est pas méchant, mais come on. Genre. Peut-être qu'il y a de l'attraction et que les gens adorent son projet et que le gars est super communauté sur Discord et tout ça, tu sais, non ? Les Discord, j'en parle pas des bots. Pareil, tu vas, t'as 50 000 abonnés, il y a 4 messages par jour. Ouais. Non, il faut arrêter. Les gens pensent que... En fait, c'est pas que les gens pensent. Comme on dit, don't hate the game, hate the player, tu vois. Ouais. Le souci, c'est... C'est pas l'inverse d'ailleurs, c'est pas don't hate the players, hate the game. Si, ouais, c'est ça. Tu vois, je vais tellement vite dans mon raisonnement que oui. C'est que pendant un moment, la seule chose qui valait, c'était le nombre d'abonnés. Et les gens, en fonction de... T'as 100 000 abonnés, on sait pas ce que tu fais, mais tiens, prends le billet, fais-nous ça. Ouais. Et au final, on s'est retrouvé dans une période où on s'est rendu compte que... Tu avais 100 000 abonnés, tu faisais 1000 vues et en fait, on était en mode... Et dans les 1000 vues, tu avais ton 1% de rendement. Tu avais quasiment personne qui allait souffrir à ton projet. Ouais. Voilà. Les coins. Il faut arrêter les coins pour rien, à mon avis. Ok. Il y a beaucoup trop de projets qui ont des coins. Alors, je comprends. Donc les coins, c'est les tokens que les tokens, projets les tokens de balancent, projet. Je comprends que les projets utilisent les coins pour se financer, parce que c'est incroyable pour lever des fonds. Même pour comment dire, les coins, une fois que tu as compris pour ça... Pour engager la communauté pour tout. Ouais, pour engager les influenceurs, tu leur dis, mais t'inquiète pas, je t'envoie X milliers de coins, ça va bien se passer. Bien sûr. Et malheureusement, pareil, on se retrouve avec des coins dans des projets sympas, des coins qui ne servent à rien, et qui vont plus, au final, des zooms, tu regardes sur 3 ans. Ouais. Ah bah sur 3 ans, il faut pas regarder les cours des coins. Couler le projet, plutôt que le projet qui aurait pu être un banger et sortir peut-être un coin plus tard. Mais... Ouais, je vois très bien ce que tu dis.
Des lancements marketing de projets qui t'ont marqué récemment? Ça serait quoi? Putain, Hamster Combat, Ok. insupportable. Insupportable. Non, mais je regardais, je crois qu'ils ont une centaine de millions d'abonnés maintenant sur YouTube. Ouais, La chaîne, ouais. elle a 2 mois, c'est ridicule. Ils font des tweets, il y a 50 millions de personnes. Même Elon Musk, il fait pas des stats comme ça. Ok. D'un côté, c'est top parce que marketing, tout le monde en parle parce que bon, tu tapes sur ton téléphone, tu fais de l'argent, en soi-disant de l'argent. On va voir combien ça va rapporter le tap un jour. Mais je m'attends pas à grand-chose. Hein. Spoiler, si vous avez passé des journées à faire ça, ce sera pas worth it. Si vous faites 100 €, appelez-moi. Mais tu te retrouves avec un... En fait, là où ils ont bon là-dedans, c'est que tout le monde parle d'eux. Tu vois, donc dans tous les cas, le projet, il va lancer, ça va être un banger. Ok. Un banger, je parle au niveau du prix, malheureusement. Ouais. Il va être ultra capitalisé, je sais pas combien de millions, peut-être centaines de millions, même, c'est pas improbable. Ça a fait un bruit monstre, donc on est obligé d'en parler, tu vois, c'est la période. Après, si je retourne un peu en arrière, des projets marketing que j'ai beaucoup aimé la manière dont Lacoste a lancé. Ouais, intéressant ça, parce qu'en plus c'est pas évident pour une grosse marque retail. Enfin, ils ont beaucoup à perdre en fait, ils ont peu à gagner et beaucoup à perdre. Beaucoup à perdre. Je trouve que le truc a été bien fait, bien fignolé. Bon, aujourd'hui avec du recul, peut-être un peu moins. Mais après c'est pareil, est-ce que c'est parce que le prix de l'asset, donc que ce soit un token ou un NFT, baisse que le projet c'est de la merde? Eh oui. Tu vois, je sais pas. Mais le lancement était quali, et la DAO Lacoste a pu designer des vêtements, une gamme de vêtements et tout, c'était plutôt sympa, ça m'a bien plu. Les fameux RTFKT. Ouais. RTFKT qui... Tu veux préciser ce que c'est? Artefact, donc c'est un studio en fait de design de chaussures, qui a été racheté par Nike pour millions d'euros, personne ne sait c'est combien, mais on parle en centaines de millions d'euros. Et maintenant ils sont intégrés totalement à Nike et ils ont fait des NFT, les fameux Clone X. Et suite à ça, avec les Clone X, ils ont sorti des chaussures que tu peux avoir vraiment et que tu mets. Et les chaussures, bon, t'as un NFT dedans pour dire que c'est bien ta chaussure et tout. Mais en soi, c'était quand même... Tout le parcours utilisateur derrière est fou. Les chaussures sont folles. La manière dont tu forges, le forge, en gros, c'est quand tu burnes ton NFT pour recevoir la paire physique chez toi. Elle est vraiment stylée. Et tout ce qui est autour. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très grand fan pendant un moment d'ailleurs. Ok, trop bien. Hyper cool. Comment tu vois évoluer l'écosystème crypto, la crypto blockchain dans les prochaines années? C'est ta petite boule de cristal. Tu me poses cette question malheureusement début juillet. L'USDT est sur le point d'être interdit partout. Ouais. C'est compliqué. C'est ouf, ça n'empêche. C'est incroyable. Ça, quand on y pense. Alors, tu sais, moi j'ai un problème, c'est que j'adore être l'avocat du diable. Ouais. C'est-à-dire que je Alors, peux qu'est-ce que comprendre... l'avocat du diable nous dit là, monsieur l'avocat du l'avocat diable du diable, il dit ouais, mais il respecte pas les lois anti-blanchiment, il respecte pas, bien USDT, la là. transparence. Ah non, carton rouge là. Ça fait chier parce que, enfin, moi aussi c'est quasiment que de l'USDT que j'utilise, quoique je suis beaucoup DAI depuis quelques mois quand même. Ah ouais? C'est beaucoup en DAI, ouais. En DAI. Mais En bon. DAI plutôt qu'en USDC, c'est marrant. Ça. Ouais, bah je sais pas, j'ai toujours aimé le petit clin d'œil DAI à, comment il s'appelle, qu'avait fait au DAI Do Kwon avant que l'USDT c'est vrai que c'est assez drôle. meure, et je sais pas, j'aime bien être un peu comme ça, voilà, en sortie de route. Mais et donc l'USDT, l'avocat du diable, il respecte pas, il fait pas la transparence qu'il faut. Là où tu as un Circle qui arrive en Europe, qui a mis un siège social en Irlande. Ouais. Enfin, Binance aujourd'hui, on sait pas où est le siège social, tu vois. C'est juste pour dire, voilà, il est quelque part. Alors, ils ont des bureaux à Paris, etc. Bien sûr. Ouais. Mais Circle, ils ont joué faire. Ils ont dit, ok, on va payer, ok, on va faire ci. Ils ont fait pareil aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, ils avaient quitté les États-Unis, ils y sont retournés pour dire, voilà, on accepte les trucs, on veut être clean et tout. Ils ont fait le choix de payer, mais au moins d'être légal. On va voir si Paolo Ardoino va faire le choix de le faire ou pas. Ok, parce qu'effectivement, le problème, c'est que genre, quasiment toute la liquidité aujourd'hui est sur USDT. Alors, oui, c'est une je écrasante connais pas majorité. la part relative de Circle USDT, mais je pense que le rapport... Au moins x3, x4. Ouais, c'est ça, tranquille. Moi, si on même pas un rapport 10, quoi. Et est-ce que... Enfin, le problème, c'est que quand il y a la liquidité, ça veut dire qu'il y a de la profondeur de marché, ça veut dire que les gens peuvent exécuter leurs ordres simplement, ça veut dire que tu payes moins de spread. En fait, la liquidité, c'est hyper important pour les marchés, c'est le sang des marchés. Donc, si tu détruis toutes les paires sur lesquelles il y a la liquidité, parce que tu interdis l'un des deux actifs de la paire, est-ce qu'en fait, tu n'es pas en train juste
d'enfermer tes consommateurs européens. Je me fais l'avocat du diable Ouais, du bien diable. Est-ce que tu n'es pas en train d'enfermer tes consommateurs européens dans un espèce de petit jardin pour enfants avec des petites mousses de protection partout, tu vois, Mais c'est ce qui est en train de pour se pas passer. qu'ils se fassent mal, au cas où ils risquent de tomber. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer depuis des années, hein. Ça date pas de 2024. Hein. Avant, on pouvait mettre de l'argent en crypto sans KYC. Aujourd'hui, si tu veux avoir de l'argent, de la crypto avec de l'argent, c'est soit tu KYC, soit t'es illégal, par exemple. Tu vois. Ouais. C'est plein de petits trucs comme ça. Il y a la travel rule qui arrive aussi. Donc, pour rappel, la travel rule, c'est quoi? C'est quand tu vas quitter un exchange, typiquement, tu es sur Binance, tu veux récupérer tes fonds sur une ledger, un Tangem, ce que tu veux, et bah, tu vas devoir donner le nom, l'adresse de la personne, qui est-il, pourquoi tu fais ce retrait, etc. C'est petit à petit, c'est step par step, ils sont en train de reprendre le contrôle De la bête immonde. de la bête immonde, exactement. Après, pour revenir sur les problèmes de liquidité que ça peut engendrer, bon, Ça fait pas peur? non, pas du tout. Ok. Pas du tout, parce que c'est pas le monde entier, là, c'est juste l'Europe. Ouais. L'Europe, ça reste le plus petit des 3 gros continents sur la crypto en termes de volume. Si je dis pas de bêtises, me venez pas m'attraper la veste si je dis Non, des mais bêtises. sur les 3 continents, je pense qu'on est certainement sous les États-Unis. Et on Et est sous les États-Unis et sous certainement l'Asie. sous l'Asie. Enfin, C'est pas déconnant de dire ça. Donc, tout simplement, ça va peut-être petit à petit, et on va se retrouver un peu comme on a eu avec le BUSD, je pense, il y a quelques mois, ouais. où on va avoir 1 an et demi pour changer nos actifs 1 pour 1. À côté de l'USDC, enfin, il y a quand même des milliers de poules en USDC qui marchent très bien, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pense que ce sera vu tranquillement sur le long terme. Ok, tu penses que la transition va se faire Oui, ça, en douceur ou presque, quoi. Pour moi, il n'y a aucun monde dans lequel Tether se casse la gueule aujourd'hui. Ouais. Et ce serait très drôle que Tether se casse la gueule et que cet extrait il ressorte d'ailleurs. Ce serait une catastrophe. Mais de ce qu'ils montrent aujourd'hui, ils sont ultra clean quand même. Mais après, ouais. je sais pas. Alors Tether se cassera peut-être la gueule, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que ce serait un traumatisme colossal pour les Si Tether se casse la gueule, ouais. Ah, c'est pire que tout ce qu'on a connu, multiplié, enfin rassemblé et multiplié par 10. Ouais, c'est ça. Oui. On est à quoi? On est à 90 milliards de capitalisation de Tether. C'est du jamais vu. Enfin, c'est presque 20% du marché. Ouais, c'est colossal. Alors là, on n'a pas un bitcoin à 15K comme avec FTX, on a un bitcoin à 500 balles. C'est les soldes pour tout le monde. C'est les soldes et la rue pour tout le monde aussi. Comment tu vois l'évolution de l'adoption par le grand public de la crypto, des bitcoins en France et en Europe? Alors, moi je dis toujours un truc tout simple, c'est qu'en Europe et dans les pays développés, on n'a pas besoin de bitcoin. Ok, alors carrément. Attends. Si on voit l'extrait qui est passé hier, qui s'affiche là, si on y arrive, de Sandrine Rousseau qui dit non mais on va aller, on peut récupérer la dette en allant prélever chez dans l'épargne des Français. Ah, t'inquiète pas là. Oui, peut-être. Là, il y a moyen qu'on ait du. Mais sauf qu'en fait, tu vas avoir les deux. Tu vas avoir d'un côté, elle va venir chercher ton épargne, et de l'autre côté, parce qu'en fait, notamment c'est les écolos au Parlement européen qui voulaient la du travail. De l'autre côté, elle t'interdira la possession de Bitcoin et tu seras un dangereux criminel parce que c'est un peu louche là. Pourquoi tu veux du Bitcoin, toi? Et tu n'auras rien et tu seras content. Exactement. C'est ça la phrase? C'est ça, tout à fait. Ok, donc... Mais Bitcoin, pour moi aujourd'hui, là j'ai pas mon portefeuille, mais j'ai 4 cartes bancaires dans 4 banques différentes. L'épargne, je l'ai depuis mon téléphone, je l'ai depuis ma montre, je l'ai depuis tout ça. Enfin, aujourd'hui, la réelle plus-value de Bitcoin, elle est beaucoup moins pour nous que pour, par contre, un Salvadorien qui est au fin fond de sa campagne, où il n'y a pas de banque à côté, où il garde l'argent, le peu d'argent qu'il a, il le garde sous son matelas, mais qui a un téléphone. Aujourd'hui, dans le monde, c'est 85% des gens qui ont un téléphone et qui sont connectés à Internet. Ouais. Comparé VS, les gens bancarisés, donc qui ont une agence bancaire à côté d'eux, il y a un monde d'écart. Et c'est à ces gens-là où là, c'est un banger incroyable Bitcoin, de pouvoir envoyer de l'argent comme ça à n'importe qui, que ce soit un homme, une femme, un juif, un musulman, un chrétien, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, peu importe les frontières, là c'est intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'en France, on est extrêmement bancarisé et du coup, ça limite forcément... Tu connais une personne qui n'a pas de compte bancaire? Non, c'est une bonne question, mais non, je pense que non. Je pense que j'en connais littéralement aucune. Ouais. Donc, il y en a quelques-uns qui sont, voilà, mais c'est des marginaux. Ouais, complètement. Après, est-ce que c'est précisément parce que les gens n'ont pas complètement fini de comprendre ce que c'était que Bitcoin qui se disent qu'ils n'en ont pas besoin, tu vois? Est-ce que c'est pas...
On parlait de l'euro tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où en fait les gens n'ont pas fini de comprendre à quel point est-ce que la monnaie fiat est toxique, pour le dire en une phrase? Alors moi, là-dessus, je vais reprendre les propos de Yorick de Moonbeam, qui dit souvent, tout simplement, Bitcoin et... qu'est-ce qu'il dit? Ouais, je l'ai oublié. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux représenter rapidement Yorick, d'ailleurs, c'est un haut fonctionnaire, c'est ça, de la... magistrat de la Cour des comptes, un truc, je sais plus exactement. Magistrat ou au magistrat de la Cour des comptes, quelqu'un d'incroyable, une éloquence folle, une façon de penser, une façon de s'exprimer que je jalouse énormément. Mais voilà, ce que dit Yorick, c'est vraiment de revenir, que c'est tout un courant de pensée d'ailleurs, mais que la monnaie n'est pas nécessairement, ne devrait pas être gérée par l'État nécessairement. Ouais. C'est pas nouveau. Ouais, ça c'est très présent, notamment chez les Autrichiens, où ils vont considérer que en fait, ça non, les Keynésiens c'est les adversaires, c'est les ennemis jurés des Autrichiens, et les Autrichiens en gros ils vont dire il faut qu'il y ait une concurrence entre les monnaies. C'est pas à l'État d'imposer une monnaie légale et de dire ok vous allez utiliser ça pour payer vos impôts, et à la place il faut qu'il y ait une libre concurrence entre les monnaies et le peuple reconnaîtra les siens, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ça là-dessus, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, je suis plutôt pour tester, déjà voir. Ce qu'on a vu avec la monnaie, c'est quand c'est un gouvernement ou des êtres humains, donc qui sont malléables. Un être humain change d'avis, un être humain réfléchit, un être humain, le lundi il est pour, le mardi il est contre. Je suis pour que ce ne soit plus un être humain qui gère. Enfin, on a vu quand c'est un être humain, sur 20 ans, 30 ans, ça part en cacahuète. Tu regardes les inflations, tu regardes les crises, il y a toujours un souci. Pourquoi pas essayer un programme informatique qui fasse beau, qui fasse moche, que ce soit la fin du monde ou pas, on reste sur une... les paramètres, ils sont définis, ils sont connus par tout le monde. Des paramètres définis qui, exceptionnellement, mais de manière très difficile, peuvent être changés, comme c'est le cas avec Bitcoin. Alors attention, je vais pas me faire des amis, mais je parle pas de Polkadot ou des trucs où là, l'inflation, elle est gérée, chaque mois, on peut la revoir, etc. Là, au final, c'est quoi la différence avec 1 euro, tu vois. Mais moi, je suis pour essayer ça. Ok. Cool, hyper cool. Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui voudraient intégrer l'écosystème crypto, l'écosystème blockchain? Il y en a sans doute pas mal qui nous regardent parce que les gens qui sont dans l'audience d'Alira, c'est beaucoup des gens qui cherchent des moyens d'accéder à l'écosystème blockchain. Je vais faire mon auto-promo, mais déjà, vas-y, mais clairement, abonnez-vous. Absolument. Je rappelle, c'est une newsletter, toute l'actualité en 2 minutes chaque jour, ça vous évite de passer 6 heures sur Twitter, et ça c'est cool. Et on vous met le lien dans la description. Dans la description. Le lien, votre tête, elle vous en remerciera. Les événements, c'est très important pour moi. Ouais. Je pense que c'est la base où tout le monde devrait commencer. Alors je dis pas de commencer dans les événements à 600 ou 700 balles la place, parce que si tu vas dans un événement comme ça, que tu connais personne, tu auras perdu 600 balles. Et tu auras fait quelques conférences, mais tu vois là, c'est sur les petits meet-up. Aujourd'hui, on a de la chance dans toutes les villes de France, il y a des meet-up crypto, Bitcoin, mais d'autres blockchains aussi. Allez au cercle du coin. Le cercle du coin, typiquement, c'est très sympa le cercle du coin. Il y a les Bitcoin meet-up, il y a les crypto drinks, etc. C'est sympathique à aller à rencontrer des gens comme ça, c'est très bien. Après, des livres qui t'ont marqué peut-être? Des livres qui m'ont marqué. Oui, beaucoup. Alors, typiquement crypto, j'ai adoré l'Internet de l'argent de Andrea. Ouais, Antonopoulos. Antonopoulos, incroyable. Ça, c'est simple, c'est le livre que j'offre en général à quelqu'un. Bitcoin, c'est de la merde. Tiens, prends ce livre, hop, et laisse-moi tranquille. Okay, Force-toi de le lire. Et là où il a été très fort, Andrea, c'est que l'Internet de l'argent, tu le comprends directement. Tu lis les 2 premières pages, on parle pas de Bitcoin, on parle pas de trucs, on parle de... Il y a Internet, il y a de l'argent, aujourd'hui c'est mal géré, on propose un meilleur truc. Et vraiment, le livre est fou. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le livre que Cryptos t'a fait, il y a quelques temps, Bitcoin et crypto-monnaie pour les débutants. Ouais. Bien expliqué, sympathique. Didactique, c'est vrai que ça c'est important aussi. Et je l'ai pas fini, mais le livre de Claire Balva et d'Alex Tachenko. Ouais. Je l'avais bien aimé, je sais pas pourquoi, il s'est retrouvé perdu dans l'étagère. Mais voilà, pour commencer ça. Ok, hyper cool. Ça vous fait une bonne première liste de lecture. Surtout pas de trading pour commencer. Surtout pas pourquoi trading. Le trading est un métier qui est fait par des gens qui ont passé soit énormément de temps, soit qui ont fait des études dedans.
Non, mais dans la crypto, tout le monde est un peu Non. un génie, si tu veux. On commence T'achètes, tous comme ça ça, finit oui. toujours par monter, quoi. Oui, c'est ça finit toujours par remonter, sauf qu'entre-temps, c'est redescendu. Toi, t'as vendu quand c'est descendu et ça remonte, mais t'es pas dedans. Non, mais pas moi. Moi, je saurais éviter ça. Le problème du trading aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup trop de gens qui disent voilà, regarde mes trades, tu vas faire autant d'argent que moi avec des voitures qui sont louées, des appartements en Airbnb, des trucs comme ça. C'est une catastrophe. On se rend pas compte de l'impact négatif que peut avoir le trading sur la crypto. Ouais. C'est n'importe quoi. Et même aujourd'hui, des traders qu'on va appeler rentables, ça se compte, c'est un parmi un millier de gens qui font des vidéos sur YouTube en mode ah, j'ai fait une analyse, un truc, etc. Si ça va là, ça va là. Si ça va là, ça va là. Ouais. Ouais, à ce compte-là, t'as aussi vite fait de balancer les feuilles de thé et de commencer à Oui, essayer voilà, c'est ça. Fait comme dans Harry Potter, jette une baguette magique, ça passe ou ça casse. Ouais. Mais non, ça c'est très grave, on se rend pas compte. Moi, toutes les semaines, j'ai des gens qui m'appellent en mode bon, j'ai tout perdu dans le trading, comment je peux faire et tout. Et moi, je leur dis bah, écoute, je fais pas de trading. Abonne-toi à la newsletter si tu veux. T'as tout perdu, et bah abonne-toi par-dessus. Mais c'est gratuit, t'inquiète. Non, Comment tu fais? Parce que, alors désolé, je mets les pieds dans le plat, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto, Mais qui pour arrivent à la crypto bien sûr. pour gagner de l'argent. On arrive tous par là. Après, il y a toute une dimension politique. On sait qu'il n'y a pas que ça. Il y a une dimension politique, il y a une dimension technique, il y a plein d'autres dimensions. C'est Mais 1%. la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrive pour gagner de l'argent. Moi, le premier. Et là, tu dis, ok, les gars, pas de trading. Pas de trading, tu fais DCA, tu regardes tes coins. Alors, DCA, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent, mais peut-être. DCA, c'est dollar cost average. En gros, c'est d'acheter le même montant de la même crypto toutes les semaines ou tous les mois à la même heure, au même truc. Donc, tu je me ne discipline, réfléchis pas. J'achète 200 Tu balles ne de Bitcoin. réfléchis pas. Qui vendent, qui pleuvent, que Qui le vendent, cours est qui fait pleuvent, que x2 le divisé cours- par 2, tac, on s'en tac. fout, on achète. On s'en fout, on achète. Ok. Et ça, c'est pas du trading. Ah, je considère pas ça du tout comme étant du trading. Justement, tu regardes pas les cours, Ouais. tu t'en fous du truc. Par contre, la seule chose qu'il faut te dire derrière, c'est si c'est sur une échelle long terme, donc à plus de 2 ans, c'est très bien. Ok. Si c'est pour le revendre dans 3 mois dès qu'il y a une bougie rouge ou une bougie verte, essaie de faire du trading, tu auras peut-être plus de chances de faire de l'argent. Ouais, tu vois. ok. Enfin, le but, c'est vraiment de lisser sa moyenne. Et tu vois, c'est ce que j'ai fait. Je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est ce que j'ai fait pendant toute la période du bear market, donc de mai 2021. Ouais. C'est ça, c'est mai 2021, donc l'UST qui crache, que j'ai terminé là au dernier halving. Et bah, je peux te dire que c'est bénéf, quoi. Tu dois avoir un prix moyen qui doit être pas dégueu. J'ai un prix moyen qui est à 23 ou 24. C'est cool, super. Trop bien. C'est très bien. Ok. Donc, Et tu sors ou tu sors pas après? Tu revends à un moment ATH, je revends. École, ATH, j'ai d'accord, revendu. ATH, je revends. ATH, j'ai revendu. Très bien, mais comment est-ce que tu fais pour savoir? T'as un appel téléphonique qui te dit ça y est, c'est l'ATH. Ça, c'est... Ok, je vois où tu veux m'amener. Et ben alors, en fait, c'est simple, j'ai une notification qui arrive une fois Du tous CEO de Bitcoin directement? Du CEO de Bitcoin. Non, en fait, tous les jours, je fais des podcasts, tous les jours, Ok. je parle du marché. Je sais tous les jours où en sont les prix. Ouais. Et quand c'est un ATH, déjà, tout le monde en parle. Tout le monde parle comme ça, vu que tout le monde a de l'argent. Et c'est à ce moment-là que je me dis, je suis content. Alors, je vends pas 100%, hein, je vends des 20% par-ci, 20% Ah ouais, par-là. donc c'est-à-dire que tu vends quand on touche les ATH, c'est ça? Ouais, je vends toujours à l'ATH. Je prends toujours des profits à l'ATH. Ok. Je l'ai pas fait une fois, je m'en voudrais toute ma vie, maintenant j'ai appris à le faire. Ok. Ça Là, tu fait l'as une fait leçon. sur les derniers ATH, Bien sûr, là, sur les Bien sûr, à chaque fois que ça remontait, je revendais. J'ai essayé de trader un peu plus bas, je me suis fait rect. Tu vois, encore une fois. Ouais. Mais au final, non, je suis très content de mon truc. J'ai passé beaucoup en stablecoin aussi, Ok. en USDT. Tu peux toucher du bois si tu veux. En USDT, et après que j'ai remis un peu partout des projets, des trucs, etc. Mais moi, mon conseil là-dessus, c'est de rester sur... Si vous commencez, vous restez sur du Bitcoin, sur de l'Ethereum. C'est déjà bien pour commencer. Aujourd'hui, on fait plus des fois 1000 sur des tokens, j'en sais. Ouais. Alors ça va exister sur Solana en ce moment. Avec En fait, c'est ça qui est Pump. dur, je trouve, pour des gens qui C'est ridicule. débarquent et qui sont attirés par la promesse du x100 ou du x1000, oui. tu vois. C'est une C'est de se catastrophe. dire, ok, en fait, genre, tel mec se vante d'avoir fait x100, x1000, je sais pas quoi. Une fois sur deux, c'est faux déjà. Déjà, effectivement. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si tu restes sur les majeurs, sur Ethereum, sur Bitcoin, etc., à court terme, alors peut-être que Bitcoin fera x100, mais c'est à horizon 10 ans, quoi. C'est pas tout de suite. Raison Et- de plus d'être sérieux dans ton DCA. C'est ça. Exactement. Mais du coup, effectivement, on est dans un moment qui est compliqué parce que tu as une palanquée de projets absolument formidables
90% d'entre eux vont à zéro de toute manière. Et en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à sélectionner les 10% de pépites. Et ben là, c'est même pas du trading, c'est un autre boulot encore. Là, c'est du timing. C'est est-ce que tu arrives à timer le marché, à savoir quand il faut rentrer, quand il faut sortir. Et là, pareil, c'est un autre boulot, c'est d'autres occurrences. Enfin, c'est plein de choses différentes. Moi, je touche pas trop au shitcoin. Allez, parfois de temps en temps, j'ai un copain qui m'appelle. Un soir au chalet, quoi, à part une fois au chalet. Et pourtant, j'ai comme, tu vois, moi aussi, hein, quand j'ai recommencé vraiment à me mettre vraiment dedans en crypto, pareil, c'est du même coin, c'est Dodge en 2021. Ouais. Et je me dis, oh, ça va faire x100, je vais être trop riche. C'est tout. Ouais. Mais j'ai commencé comme ça, j'ai pris ma perte, et après je me suis dit, attends. Ok, attends, Dogecoin, ok. Attends, Bitcoin, là, c'est intéressant ce truc-là. Ouais. Et au final, tu vois, tu restes dedans pour ça. Ok, cool, hyper intéressant. Et quelqu'un qui voudrait, lancer un projet, pour lui, ce serait quoi les conseils? C'est pour ça que je suis pas opérationnel dans Opium Agency, parce que moi, je lui dis déjà, pas de token et pas de NFT, s'il te plaît. Ouais. Déjà. Okay. Mais bon, ça embête un peu les gens de dire ça. Le positionnement est important. Okay. C'est-à-dire en quoi ton projet est différent. Est-ce qu'il est facilement explicable? Est-ce que c'est... déjà, c'est dans quelle niche? Est-ce que c'est de la DeFi? Est-ce que c'est de l'abstrait? Est-ce que c'est du memecoin? Typiquement, je sais que des projets memecoin, ils en reçoivent des dizaines par semaine aujourd'hui à l'agence. C'est assez facile à faire. Et ça se dégage à l'appel. Genre, c'est fiou, boum, comme ça. Allez. Positionnement. Ils ont de quoi payer les projets memecoin ou ils proposent de payer un memecoin? Ils ont de quoi payer, bien sûr. C'est une catastrophe l'argent qu'ils ont. C'est une catastrophe. Ils ont un fric monstre. Mais quand je te dis monstre, c'est-à-dire qu'un truc qui normalement doit leur coûter 500 balles, ils peuvent te le payer 5000 balles. Okay. Ils en ont rien à foutre. Mais les mecs qui viennent... En fait, c'est quoi il y a une mafia un peu derrière les memecoins. C'est plusieurs teams qui font que ça là, depuis 3 mois. Ils lancent un nouveau memecoin et un nouveau memecoin et ensuite un nouveau memecoin. Donc ils ont les fonds de projets préférents. Tu vois, typiquement le Mother d'Iggy Azalea, c'est pas du tout Iggy, elle a juste mis sa tête devant. Sinon derrière, c'est la même team, les mêmes mecs qui à chaque fois font ça et vont voir une star. Coucou, on va te lancer un memecoin. Voilà, on a fait tant d'argent, on va te donner tant. Est-ce que t'es chaude? Iggy Azalea ou pas, on te propose 5 ou 10 ou 20 millions sur la table pour faire 3 posts Insta et tout, bah, tu dis oui. Ouais. Okay. Donc le positionnement, c'est très important, typiquement projet memecoin. Un projet memecoin, ça ne sert à rien, à part faire rire et je pourrais me faire insulter pour Twitter juste parce que je viens de dire. C'est pas grave. Le positionnement... Oh, c'est un truc social, quoi. Pour moi, la manière dont je le vois, c'est de l'ordre de... t'achètes un maillot de ton équipe de foot et tu le payes beaucoup trop cher par rapport au maillot que c'est, mais bon, je sais pas combien ça coûte un maillot de foot. Moi, je suis très mauvais en foot en vérité. Mais je pense que ça doit... et tu le vends 1000 fois moins cher que ce que tu l'as acheté. Bah, en fait, c'est ça l'histoire, c'est que si tu t'arrêtes là, tout va bien, mais effectivement, la promesse implicite, c'est de faire de l'argent, les mecs, Wen Lambeau, Wen ce truc, ouais, bien sûr. Ah, ouais. Ça, bon, de toute façon, les gens, ils arrivent dans la crypto à cause des memecoins. Donc il y a ce côté-là qui est bien quand même. Mais après, où est-ce qu'on va aller? D'ailleurs, tu vois, il y a un truc qui est ultra hypocrite de notre part, c'est qu'on attend tous des nouveaux entrants, c'est quand les nouveaux entrants sur le marché, etc. Moi, j'attends personne. Hein. Bravo à toi. Bravo à toi. Bah, si, pour Alira, t'attends des nouveaux... élèves. C'est vrai, mais c'est pas des gens, enfin c'est des gens qui sont en général déjà intéressés par la crypto. C'est pas des gens qui arrivent dans la crypto de l'extérieur. Non mais oui, mais à un moment il faut que tu aies un nouveau vivier. Donc pour que se fasse ce nouveau vivier, ils doivent commencer avec la crypto, probablement avec la même. Tu sais d'où ils arrivent, toi? Comment ça se passe toi chez Alira quand les gens arrivent chez vous? Souvent c'est des gens qui comprennent qu'il y a un truc au niveau de la technologie qui est en train de changer. Okay. Soit sur la blockchain, soit sur l'IA. Et qui, en gros, souvent le sous-jacent c'est de se dire j'ai pas envie de rester sur le bord de la route pendant que la révolution se fait sans moi. Et du coup, c'est des gens qui veulent choper les compétences pour pouvoir participer à cette transition. Est-ce que c'est des gens est-ce que ça arrive souvent que les gens aient déjà interagi avec la crypto, déjà des MetaMask, déjà fait des swaps, des trucs Au tout début, quand on a lancé Alira, quand je posais la question, je la posais à chaque fois. Je la posais tu sais, combien de gens parmi vous ont de la crypto, tu vois? Déjà un MetaMask. Et on a déjà un MetaMask, tout ça. Au début, j'avais, allez, l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'était genre 10% à peu près. Okay, aujourd'hui, on pose la question entre 50 et 60% à peu près. Ah voilà, c'est ça. Mais tout ça pour revenir sur pourquoi je considère que les gens qui sont là en train de demander plein de gens de venir et c'est hypocrite, c'est tout simplement pour leur dump à la gueule. C'est tout simplement pour vendre dessus. C'est pour faire monter les cours, faire ramener du capital. Parce que moi, tu vois, j'ai
j'ai un rapport, je te fais une petite confidence. J'ai un rapport. Attention, t'es filmé. Hein. Ouais, si ça sort d'ici, je saurai d'où ça vient. J'ai un rapport quasiment inverse à ce truc-là. C'est-à-dire, Ok. tu vois, par exemple, genre, quand je vois un mec comme Michael Saylor Ouais. faire la promotion de Bitcoin à balle, genre, il y passe un temps et une énergie infinie. Bien sûr. Et il y a parmi les trucs qu'il dit, il y a un truc qu'il dit où il dit, en gros, ne vous indignez pas du fait que les gens, et notamment les gens qui maîtrisent beaucoup d'argent, genre les Warren Buffett, tous ces gens-là, n'aient pas encore compris Bitcoin et n'aient pas encore mis leur capital dans Bitcoin. Ne vous indignez pas trop, parce que le jour où ils le feront, ça fera monter le prix rapidement. Et en fait, tout le temps qui se passe entre maintenant et le moment où ces gens vont comprendre, c'est du temps que vous avez, vous, pour acheter à plus bas prix. Ouais. Parce que, à partir du moment où tu as compris qu'en gros, c'est le meilleur actif qui existe sur Terre, et où ta conviction, elle se consolide par ta compréhension de ce qui se passe au niveau technique, en fait, effectivement, tu achètes, tu gardes et fin. En tout cas, moi, c'est ma philosophie par rapport à ça. Et plus tard, plus les gens arrivent tard et plus les gens mettent de temps à comprendre, plus en fait, tu as un avantage face à eux parce que tu as du temps pour acheter que eux n'ont pas. Quoi. C'est ce que je dis, au final, on est content qu'ils arrivent pour pouvoir leur dump dessus. Vu que nous, non, parce que moi, je dump pas. Alors, oui, bien sûr, dump pas. Moi, je dump un peu. C'est pas grave, hein. T'as le droit de... J'ai pas de souci à dire, hein. Je le dis, mais la finalité, c'est des gens, des capitaux rentrent, ouais. Nos bagues augmentent. Ouais. Vraiment, tu vas au moins transformer en USDT ou tu prends jamais de profit. Toi, tu prends jamais de profit. Pour moi, c'est des actifs qu'il faut collatéraliser. Ok. C'est des. Moi, tu fais des prêts. Ouais. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Ouais. Le Bitcoin, c'est un actif qui doit être collatéralisé. C'est le collatéral ultime, en fait. Ok. Je respecte totalement ce point de vue. Et alors après, il ne faut pas faire le zinzin, tu vois. Si tu prends du Bitcoin en collatéral et que tu empruntes 80% de la valeur du truc, tu mérites cette... T'es un gros débilos. Même 50%, c'est débile. À mon avis, au-dessus de 10%, c'est stupide. Mais si tu empruntes 10% de ton bac, en fait, c'est fine, tu vois. D'accord. Ok, je comprends. Il y a aussi un... Tu me parlais donc... ouais, mais quand les gros rentrent, ça fait monter les prix et tout. Ouais. Moi, je me rappelle avant juste avant l'acceptation de la SEC des ETF Bitcoin, on a eu un beau dump quand même. Hein. On a eu un bonhomme, tu dis ? On a eu un beau dump. Un beau dump. On a une bougie... ouais, bien sûr. Comme par hasard, juste avant l'annonce, que moi... Alors, la croyance populaire, c'est qu'il s'est passé un truc pour que les gros puissent racheter moins cher. Je suis pas dans le complot, je suis pas dans tout ça, mais il y a des fois quand même, il y a des fois c'est drôle. Il y a des fois c'est drôle, mais les marchés c'est tellement intriqué, complexe, dans tous les sens. Tu peux jamais y voir clair vraiment. C'est ça qui est, c'est un truc, c'est une maison à devenir fou quoi. Ok, et écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce partage de tes perspectives. On peut te retrouver du coup dans les liens qu'on met dans la description. Pareil pour le Crypto Daily. Yes. Et puis si vous voulez vous former à la blockchain, à la crypto, à l'intelligence artificielle, vous pouvez aller sur alira.fr. Vous avez accès à nos différents programmes, aux brochures qui sont téléchargeables directement. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller formation sur /rendez-vous. Et si vous voulez regarder une des autres vidéos de la série, elle s'affiche autour. Et je vous souhaite à très bientôt. Et je vous dis... Juste avant de couper, je te coupe. Tu sais que j'ai failli faire Alira, moi. Mais non. Si. Ah putain. Alors ça, c'est pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. C'est ça, c'est pour voir si les gens sont vraiment restés jusqu'à la fin. J'ai failli faire Alira. Juste au moment où je lançais le podcast, donc il y a 2 ans, je me suis dit, bon, tiens, ça peut être sympathique. Je venais changer de boulot en plus. Et je me dis, bon, vas-y, je vais me renseigner. Et je crois que c'était Nathan, à l'époque, qui faisait les calls, si je dis pas de bêtises. Et je me retrouve donc face à Nathan, je lui dis voilà, bon, j'ai déjà un background, je fais déjà un podcast sur l'actualité, j'aimerais juste voir est-ce que ça pourrait m'aller ou pas de faire Alira, consultant blockchain, c'est ce que je voulais faire. Et au final, bon, ça s'est pas fait, mais vraiment, c'est passé à rien du tout. Quoi. Ok, c'est marrant. Mais du coup, puisqu'on en parle, tu as quand même recruté des gens qui avaient fait Alira. C'est bien sûr. Laura, notre CEO, que je remercie d'avoir dans la boîte tous les jours, et aussi prof chez vous maintenant, c'est ça ? Yes, tout à fait. C'est ça, yes. Et bon, après, je connais un peu plusieurs profs de chez vous, toujours une bonne équipe sympathique. On embrasse Daniel, on embrasse le nouveau venu GRM. Yes, tout à fait. Et voilà. Et Laura, bien sûr, donc qui aide aussi sur les cours.
Voilà, donc si vous voulez rejoindre l'écosystème, vous savez où aller. Merci pour tout, à très bientôt. Merci à toi, Jérém. À plus.